On se retrouve ce soir pour la dernière partie de la lecture de Tristan et Iseult. Donc il nous reste 2 chapitres et après ce sera terminé. Voilà, on va commencer tout de suite. Chapitre 18. Tristan fou. Tristan revit la Bretagne, Carré, le duc Oël et sa femme Iseult au Blanchemin. Tous lui firent accueil, mais Iseult la blonde l'avait chassé. Rien ne lui était plu. Longuement, il languit loin d'elle. Puis un jour, il songea qu'il voulait la revoir. Dut-elle le faire encore battre vilement par ses sergents et ses valets? Loin d'elle, il savait sa mort sûre et prochaine, plutôt mourir d'un coup que lentement, chaque jour. Qui vit à douleur est tel qu'un mort. Tristan désire la mort, il veut la mort, mais que la reine apprenne du moins qu'il a péri pour l'amour d'elle. Qu'elle l'apprenne, il mourra plus doucement. Il partit de Carré sans avertir personne, ni ses amis, ni même Gaërdin, son cher compagnon. Il partit misérablement, vêtu, à pied, car nul ne prend garde aux pauvres truands qui cheminent sur les grandes routes. Il marcha tant qu'il atteignit le rivage de la mer. Au port, une grande nef marchande appareillait. Déjà, les mariniers allaient la voile et lever l'ancre pour cingler vers la haute mer. Dieu vous garde, Seigneur, et puissiez-vous naviguer heureusement. Vers quelle terre irez-vous? Vers Tintagel. Vers Tintagel. Ah, Seigneur, emmenez-moi. Ils embarquent. Un vent propice gonfle la voile. La nef court sur les vagues. 5 nuits et 5 jours, elle vogua droit vers la Cornouaille. Et le 6e jour, jeta l'ancre dans le port de Tintagel. Au-delà du port, le château se dressait sur la mer, bien clos de toutes parts. On n'y pouvait entrer que par une seule porte de fer, et 2 prud'hommes la gardaient jour et nuit. Comment y pénétrer? Tristan descendit de la nef et s'assit sur le rivage. Il apprit d'un homme qui passait que Marc était au château et qu'il venait d'y tenir une grande cour. Mais où est la reine? Et Brangian, sa belle servante. Elles sont aussi à Tintagel, et récemment je les ai vues. La reine Iseult semblait triste, comme à son ordinaire. Au nom d'Iseult, Tristan soupira et songea que ni par ruse, ni par prouesse, il ne réussira à revoir son ami, car le roi Marc le tuerait. Mais qu'importe qu'il me tue, Iseult, ne dois-je pas mourir pour l'amour de vous? Et que fais-je chaque jour sinon mourir? Mais vous, pourtant, Iseult, si vous me saviez ici, daigneriez-vous seulement parler à votre ami? Ne me feriez-vous pas chasser par vos sergents? Oui, je veux tenter une ruse. Je me déguiserai en fou, et cette folie sera grande sagesse. Tel me tiendra pour assauter qui sera moins sage que moi. Tel me croira fou qui aura plus fou dans sa maison. Un pêcheur s'en venait, vêtu d'une quenelle de pur velu, à grand chaperon. Tristan le voit, lui fait un signe, le prend à l'écart. Ami, veux-tu troquer tes draps contre les miens? Donne-moi ta cotte qui me plaît fort. Le pêcheur regarda les vêtements de Tristan, les trouva meilleurs que les siens, les prit aussitôt et s'en alla bien vite, heureux de l'échange. Alors Tristan tondit sa belle chevelure blonde au ras de la tête, en y dessinant une croix. Il enduisit sa face d'une liqueur faite d'une herbe magique apportée de son pays. Et aussitôt sa couleur et l'aspect de son visage muèrent si étrangement que nul homme au monde n'aurait pu le reconnaître. Il arracha d'une haie une pousse de châtaignier, s'en fit une massue et la pendit à son cou. Les pieds nus, il marcha droit vers le château. Le portier crut qu'assurément il était fou et lui dit: Approchez, où donc êtes-vous resté si longtemps? Tristan contrevit sa voix et répondit: Aux noces de l'abbé Dumont, qui
mes amis. Il a épousé une abbesse, une grosse dame voilée, de Besançon jusqu'au mont, tous les prêtres. Abbé, moines et clercs ordonnés ont été mandés à ces épousailles, et tous sur la lande portant bâtons et crosses sautent, jouent et dansent à l'ombre des grands arbres. Mais je les ai quittés pour venir ici, car je dois aujourd'hui servir à la table du roi. Le portier lui dit: Entrez donc, Seigneur, fils d'Urgan le velu. Vous êtes grand et velu comme lui, et vous ressemblez assez à votre père. Quand il entra dans le bourg, jouant de sa massue, valets et écuyers s'amassèrent sur son passage, le pourchassant comme un loup. Voyez le fol, et il lui lance des pierres, l'assaille de leurs bâtons, mais il leur tient tête en gambadant et se laisse faire. Si on l'attaque à sa gauche, il se retourne et frappe à sa droite. Au milieu des rires et des huées, traînant après lui la foule ameutée, il parvint au seuil de la porte où, sous le dais, aux côtés de la reine, le roi Marc était assis. Il approcha de la porte, pendit la massue à son cou et entra. Le roi le vit et dit: Voilà un beau compagnon, faites-le approcher. On l'amène, la massue au cou. Ami, soyez le bienvenu. Tristan répondit de sa voix étrangement contrefaite: Sire bon et noble entre tous les rois, je le savais qu'à votre vue, mon cœur se fondrait de tendresse. Dieu vous protège, beau sire. Ami, qu'êtes-vous venu quérir, Céan, Iseut que j'ai tant aimé? J'ai une sœur que je vous amène, la très belle Brunehaut. La reine vous ennuie, essayez de celle-ci. Faisons l'échange, je vous donne ma sœur, baillez-moi Iseut, je la prendrai et vous servirai par amour. Le roi s'en rit et dit au fou: Si je te donne la reine, qu'en voudras-tu faire? Où l'emmèneras-tu? Là-haut, entre le ciel et la nuit, dans ma belle maison de verre. Le soleil la traverse de ses rayons, les vents ne peuvent l'ébranler. J'y porterai la reine en une chambre de cristal, toute fleurie de roses, toute lumineuse au matin quand le soleil la frappe. Le roi et ses barons se dirent entre eux: Voilà un bon fou, habile en paroles. Ils s'étaient assis sur un tapis et regardaient tendrement Iseut. Ami, lui dit Marc, d'où te vient l'histoire que madame prendra garde à un fou hideux comme toi? Sire, j'y ai bien droit. J'ai accompli pour elle maint travail, et c'est par elle que je suis devenu fou. Qui donc es-tu? Je suis Tristan, celui qui a tant aimé la reine et qui l'aimera jusqu'à la mort. À ce nom, Iseut soupira, changea de couleur, et, courroucé, lui dit: Va-t'en, qui t'a fait entrer Céan, va-t'en, mauvais fou. Le fou remarqua sa colère et dit: Reine Iseut, ne vous souvient-il pas du jour où, navré par l'épée empoisonnée du Morold, en portant ma harpe sur la mer, j'ai été poussé vers vos rivages? Vous m'avez guéri. Ne vous en souvient-il plus, reine? Iseut répondit: Va-t'en d'ici, vous, ni tes jeux ne me plaisent, ni toi. Aussitôt le fou se retourna vers les barons, les chassa vers la porte en criant: Folles gens, hors d'ici. Laissez-moi seul tenir conseil avec Iseut, car je suis venu Céan pour l'aimer. Le roi s'en rit, Iseut rougit. Sire, chassez ce fou. Mais le fou reprit de sa voix étrange: Reine Iseut, ne vous souvient-il pas du grand dragon que j'ai aussi en votre terre? J'ai caché sa langue dans ma chausse, et, tout brûlé par son venin, je suis tombé près du marécage. J'étais alors un merveilleux chevalier, et j'attendais la mort, quand vous m'avez secouru. Iseut te répond: Tais-toi, tu fais injure au chevalier, car tu n'es qu'un fou de naissance. Maudits soient les mariniers qui t'apportent ici, au lieu de te jeter
bateau sur la haute mer. Vous aviez soif, ne vous en souvient-il pas, fille de roi? Nous bûmes tous deux au même anape. Depuis, j'ai toujours été ivre et d'une mauvaise ivresse. Quand Iseut entendit ces paroles qu'elle seule pouvait comprendre, elle se cacha la tête dans son manteau, se leva et voulut s'en aller. Mais le roi la retint par sa chape d'hermine et la fit rasseoir à ses côtés. Attendez un peu, Iseut ami, que nous entendions ces folies jusqu'au bout. Vous, quel métier sais-tu faire? J'ai servi des rois et des comtes. En vérité, sais-tu chasser aux chiens, aux oiseaux? Certes, quand il me plaît de chasser en forêt, je sais prendre avec mes lévriers les grues qui volent dans les nuées, avec mes limiers les cygnes, les oies bises ou blanches, les pigeons sauvages, avec mon arc, les plongeons et les butors. Tous sans rire bonnement, et le roi demanda: Et que prends-tu, frère, quand tu chasses au gibier de rivière? Je prends tout ce que je trouve avec mes autours, les loups des bois, les grands ours, avec mes gerfauds, les sangliers, avec mes faucons, les chevreuils et les étains, les renards, avec mes éperviers, les lièvres, avec mes émérillons. Et quand je rentre chez qui m'héberge, je sais bien jouer de la massue, partager les tisons entre les aiguilles, accorder ma harpe et chanter en musique, et aimer les reines, et jeter par les ruisseaux des copeaux bien taillés. En vérité, ne suis-je pas bon ménestrel? Aujourd'hui, vous avez vu comme je sais m'escrimer du bâton. Et il frappe de sa massue autour de lui. Allez-vous-en d'ici, crie-t-il, seigneur cornoyer. Pourquoi rester encore? N'avez-vous pas déjà mangé? N'êtes-vous pas repu? Le roi s'étant diverti du fou, demanda son destrier et ses faucons, et emmena en chasse chevalier et écuyer. Sire, lui dit Iseut, je me sens lasse et dolente. Permettez que j'aille reposer dans ma chambre. Je ne puis écouter plus longtemps ces folies. Elle se retira toute pensive en sa chambre, s'assit sur son lit et mena grand deuil. Chétive, pourquoi suis-je né, si le cœur lourd est mari? Branchien, chère sœur, ma vie est si âpre et si dure, que mieux me vaudrait la mort. Il y a là un fou tondu en croix, venu séant à la malheur. Ce fou, ce jongleur, est chanteur ou devin, car il sait de point en point mon être et ma vie. Il sait des choses que nul ne sait, hormis vous, moi et Tristan. Il les sait, le truand, par enchantement et sortilège. Brangien répondit: Ne serait-ce pas Tristan lui-même? Non, car Tristan est beau, et le meilleur des chevaliers. Mais cet homme est hideux et contrefait. Maudit soit-il de Dieu, maudite soit l'heure où il est né, et maudite la nef qui l'apporta, au lieu de le noyer là-dehors, sous les vagues profondes. Apaisez-vous, dame, dit Brangien. Vous savez trop bien aujourd'hui maudire et excommunier. Où donc avez-vous appris un tel métier? Mais peut-être cet homme serait-il le messager de Tristan?
projette en arrière, l'esquive et voyant qu'elle évite. Son approche, Tristan tremble de vergogne et de colère, se recule vers la paroi près de la porte, et de sa voix toujours contrefaite. Certes, dit-il, j'ai vécu trop longtemps puisque j'ai vu le jour où Iseut me repousse. Ne daigne m'aimer, me tient pour ville. Ah, Iseut, qui bien aime tard oublie. Iseut, c'est une chose belle et précieuse, qu'une source abondante qui s'épanche et court à flot large et clair. Le jour où elle se dessèche, elle ne vaut plus rien, tel un amour qui tarit. Iseut répondit, frère, je vous regarde, je doute, je tremble, je ne sais, je ne reconnais pas Tristan. Reine Iseut, je suis Tristan, celui qui vous a tant aimé. Ne vous souvient-il pas du nain qui sema la farine entre nos lits, et du pont que je vis, et du sang qui coula de ma blessure, et du présent que je vous adressais, le chien petit cru au grelot magique? Ne vous souvient-il pas des morceaux de bois bien taillés que je jetais au ruisseau? Iseut le regarde, soupire, ne sait que dire et que croire. Voit bien qu'il sait toutes choses, mais ce serait folie d'avouer qu'il est Tristan. Et Tristan lui dit, Dame reine, je sais bien que vous vous êtes retirée de moi, et je vous accuse de trahison. J'ai connu pourtant belle des jours où vous m'aimiez d'amour. C'était dans la forêt profonde, sous la loge de feuillage. Vous souvient-il encore du jour où je vous donnai mon bon chien Hustan? Ah, celui-là m'a toujours aimé, et pour moi il quitterait de la blonde. Où est-il? Qu'en avez-vous fait? Lui du moins il me reconnaîtrait. Il vous reconnaîtrait, vous dites folie, car depuis que Tristan est parti, il reste là-bas, couché dans sa niche, et s'élance contre tout homme qui s'approche de lui. Brangien, amenez-le-moi. Brangien l'amène. Viens ça, Hustan, dit Tristan. Tu étais à moi, je te reprends. Quand Hustan entend sa voix, il fait voler sa laisse des mains de Brangien, court à son maître, se roule à ses pieds, lèche ses mains, aboie de joie. Hustan, s'écrie le fou, béni soit Hustan la peine que j'ai mise à te nourrir. Tu m'as fait meilleur accueil que celle que j'aimais tant. Elle ne veut pas me reconnaître. Reconnaîtra-t-elle seulement cet anneau qu'elle me donna jadis, avec des pleurs et des baisers au jour de la séparation? Ce petit anneau de jaspe ne m'a guère quitté. Souvent je lui ai demandé conseil dans mes tourments. Souvent j'ai mouillé ce jaspe vert de mes chaudes larmes. Iseut a vu l'anneau. Elle ouvre ses bras tout grands. Me voici, prends-moi Tristan. Alors Tristan cessa de contrefaire sa voix. Ami, comment m'as-tu si longtemps pu méconnaître plus longtemps que ce chien? Qu'importe cet anneau? Ne sens-tu pas qu'il m'aurait été plus doux d'être reconnu au seul rappel de nos amours passés? Qu'importe le son de ma voix, c'est le son de mon cœur que tu devais entendre. Ami, dit Iseut, peut-être l'ai-je entendu, plutôt que tu ne le penses, mais nous nous sommes enveloppés de ruse. Devais-je, comme ce chien, suivre mon désir, au risque de te faire prendre et tuer sous mes yeux? Je me gardais, et je te gardais. Ni le rappel de ta vie passée, ni le son de ta voix, ni cet anneau même ne me prouvent rien, car ce peuvent être les jeux méchants d'un enchanteur. Je me rends pourtant à la vue de l'anneau. N'ai-je pas juré que sitôt que je le reverrai, tu sais-je me perdre, je ferai toujours ce que tu manderais. Que ce fût sagesse ou folie, sagesse ou folie me voici. Prends-moi, Tristan. Elle tomba pâmée sur la poitrine de son ami. Quand elle revint à elle, Tristan la tenait embrassée et baisait ses yeux et sa face. Il entra avec elle sous la courtine. Entre ses bras, il tient la reine. Pour s'amuser du fou, les valets l'hébergèrent sous les degrés de la salle, comme un chien dans un chenil. Il endurait doucement leurs railleries et leurs coups, car parfois, reprenant
sa forme et sa beauté, il passait de son taudis à la chambre de la reine. Mais après quelques jours écoulés, deux chambrières soupçonnèrent la fraude. Elles avertirent André, qui apposta devant les chambres des femmes 3 espions bien armés. Quand Tristan voulut franchir la porte, « Arrière-vous » crièrent-ils, « retourne te coucher sur la botte de paille. » « Et quoi, beau seigneur, dit le fou, ne faut-il pas que j'aille ce soir embrasser la reine? Ne savez-vous pas qu'elle m'aime et qu'elle m'attend? » Tristan brandit sa massue. Ils eurent peur et le laissèrent entrer. Il prit d'entre ses bras. « Ami, il me faut fuir déjà, car bientôt je serai découvert. Il me faut fuir, et jamais sans doute je ne reviendrai. Ma mort est prochaine, loin de vous, je mourrai de mon désir. Ami, ferme tes bras et accole-moi si étroitement que dans cet embrassement, nos deux cœurs se rompent et nos âmes s'en aillent. Emmène-moi au pays fortuné dont tu parlais jadis, au pays dont nul ne retourne, où des musiciens insignes chantent des chants sans fin. Emmène-moi. Oui, je t'emmènerai au pays fortuné des vivants. Le temps approche. N'avons-nous pas bu déjà toute misère et toute joie? Le temps approche. Quand il sera tout accompli, si je t'appelle, deviendras-tu? Ami, appelle-moi, tu le sais bien que je viendrai. Ami, que Dieu t'en récompense. Lorsqu'il franchit le seuil, les espions se jetèrent contre lui, mais le fou éclata de rire, fit tourner sa massue et dit: « Vous me chassez, beau seigneur, à quoi bon? Je n'ai plus que faire séant puisque madame m'envoie loin préparer la maison claire que je lui ai promise, la maison de cristal fleurie de roses, lumineuse au matin, quand reluit le soleil. Va-t'en donc vous, à la malheur. » Les valets s'écartèrent et le fou, sans se hâter, s'enfuit en dansant. Chapitre 19. La mort. À peine était-il revenu en Petite-Bretagne à Carhaix, il advint que Tristan, pour porter aide à son cher compagnon Caerdan, qui roya un baron nommé Pédélis, il tomba dans une embuscade dressée par Pédélis et ses frères. Tristan tua les 7 frères, mais lui-même fut blessé d'un coup de lance, et la lance était empoisonnée. Il revint à grand-peine jusqu'au château de Carhaix et fit appareiller ses plaies. Les médecins vinrent en nombre, mais nul ne sut le guérir du venin, car ils ne le découvrirent même pas. Ils ne surent faire aucun emplâtre pour attirer le poison au dehors. Vainement ils battent et broient leurs racines, cueillent les herbes composent des breuvages. Tristan ne fait qu'empirer, le venin s'épand par son corps, il blêmit, et ses os commencent à se découvrir. Il sentit que sa vie se perdait, il comprit qu'il fallait mourir. Alors il voulut revoir Iseult la blonde, mais comment aller vers elle? Il est si faible que la mer le tuerait, et s'il même il parvenait en Cornouailles, comment y échapper à ses ennemis? Il se lamente, le venin l'angoisse, il attend la mort. Il manda Caerdan en secret pour lui découvrir sa douleur, car tous deux s'aimaient d'un loyal amour. Il voulut que personne ne restât dans sa chambre hormis Caerdan, et même que nul ne se tint dans les salles voisines. Iseult, sa femme, s'émerveilla en son cœur de cette étrange volonté. Elle en fut tout effrayée et voulut entendre l'entretien. Elle vint s'appuyer en dehors de la chambre contre la paroi qui touchait au lit de Tristan. Elle écoute, un de ses fidèles pour que nul ne la surprenne guette au dehors. Tristan rassemble ses forces, se redresse, s'appuie contre la muraille. Caerdan s'assied près de lui, et tous deux pleurent ensemble tendrement. Ils pleurent le bon compagnonnage d'armes, sitôt rompu, leurs grandes amitiés et leurs amours, et l'un se lamente sur l'autre.
allait vers elle, elle viendrait dans elle-même. Caerdin, beau compagnon, par notre amitié, par la noblesse de votre cœur, par notre compagnonnage, je vous requiers. Tentez pour moi cette aventure, et si vous emportez mon message, je deviendrai votre homme lige, et vous aimerai par-dessus tous les hommes. Caerdin voit Tristan pleurer, se déconforter, se plaindre, son cœur s'amollit de tendresse. Il répond doucement par amour. Beau compagnon, ne pleurez plus, je ferai tout votre désir. Certes, ami, pour l'amour de vous, je me mettrai en aventure de mort. Nulle détresse, nulle angoisse ne m'empêchera de faire selon mon pouvoir. Dites ce que vous voulez mander à la reine, et je fais mes apprêts. Tristan répondit, ami, soyez remerciés. Or écoutez ma prière, prenez cet anneau, c'est une enseigne entre elle et moi, et quand vous arriverez en sa terre, faites-vous passer à la cour pour un marchand. Présentez-lui des étoffes de soie, faites qu'elle voie cet anneau. Aussitôt elle cherchera une ruse pour vous parler en secret. Alors dites-lui que mon cœur la salue, que seule elle peut me porter réconfort. Dites-lui que si elle ne vient pas, je meurs. Dites-lui qu'il lui souvienne de nos plaisirs passés, et des grandes peines, et des grandes tristesses, et des joies et des douleurs de notre amour loyal et tendre. Qu'il lui souvienne du breuvage que nous bûmes ensemble sur la mer. Ah, c'est notre mort que nous avons bu. Qu'il lui souvienne du serment que je lui fis de n'aimer jamais qu'elle. J'ai tenu cette promesse. Derrière la paroi, Iseut Blanchemin entendit ces paroles. Elle défaillit presque. Hâtez-vous, compagnon, et revenez bientôt vers moi. Si vous tardez, vous ne me reverrez plus. Prenez un terme de 40 jours et ramenez Iseut la blonde. Cachez votre départ à votre sœur. Vous dites que vous allez guérir un médecin. Vous emmènerez ma belle Nef. Prenez avec vous 2 voiles, l'une blanche, l'autre noire. Si vous ramenez la reine Iseut, dressez au retour la voile blanche, et si vous ne la ramenez pas, cinglez avec la voile noire. Amis, je n'ai plus rien à vous dire, que Dieu vous guide et vous ramène sain et sauf. Il soupire, pleure et se lamente, et Caerdin pleure pareillement, baise Tristan et prend congé. Au premier vent, il se mit en mer, les mariniers halèrent les ancres, dressèrent la voile, cinglèrent par un léger vent, et leur proue trancha les vagues hautes et profondes. Ils emportaient de riches marchandises, des draps de soie teints de couleurs rares, de la belle vaisselle de Tours, des vins de Poitou, des gerfaux d'Espagne, et par cette ruse Caerdin pensait parvenir auprès d'Iseut. 8 jours et 8 nuits, ils fendirent la vague et voguèrent à pleine voile vers la Cornouaille. Colère de femme est chose redoutable, et que chacun s'en garde. Là où une femme aura le plus aimé, là aussi elle se vengera le plus cruellement. L'amour des femmes vient vite, et vite vient leur haine et leur inimitié. Une fois venue, dure plus que l'amitié. Elles savent tempérer l'amour, mais non la haine. Debout contre la paroi, Iseut Blanchemin avait entendu chaque parole. Elle avait tant aimé Tristan. Elle connaissait enfin son amour pour une autre. Elle retint les choses entendues, si elle le peut un jour, comme elle se vengera sur ce qu'elle aime le plus au monde. Pourtant, elle n'en fit nul semblant, et dès qu'on ouvrit les portes, elle entra dans la chambre de Tristan, et cachant son courroux, continua de le servir et de lui faire belle chère, ainsi qu'elle sied à une amante. Elle lui parlait doucement, le baisait sur les lèvres et lui demandait si Caerdin reviendrait bientôt avec le médecin qui devait le guérir. Mais toujours elle cherchait sa vengeance. Caerdin ne cessa de naviguer tant qu'il jeta l'ancre dans le port de Tintagel. Il prit sur son poing un grand autour. Il
ciselé, et en fit présent au roi Marc, et lui demanda courtoisement sa sauvegarde et sa paix, afin qu'il pût trafiquer en sa terre, sans craindre nul dommage de chambellan ni de vicomte. Et le roi le lui octroya devant tous les hommes de son palais. Alors Caerdin ouvrit à la reine un fermail ouvré d'or fin. Reine, dit-il, l'or en est bon, et retirant de son doigt l'anneau de Tristan, il le mit à côté du joyau. Voyez, reine, l'or de ce fermail est plus riche, et pourtant l'or de cet anneau a bien son prix. Quand il se reconnut l'anneau de jaspe vert, son cœur frémit et sa couleur mua, et redoutant ce qu'elle allait ouïr, elle attira Caerdin à l'écart, près d'une croisée, comme pour mieux voir et marchander le fermail. Caerdin lui dit simplement: Dame, Tristan est blessé d'une épée empoisonnée et va mourir. Il vous mande que seul vous pouvez lui porter réconfort. Il vous rappelle les grandes peines et les grandes douleurs que vous avez subies ensemble. Gardez cet anneau, il vous le donne. Iseut répondit, défaillante: Ami, je vous suivrai. Demain au matin, que votre nef soit prête à l'appareillage. Le lendemain au matin, la reine dit qu'elle voulait chasser au faucon et fit préparer ses chiens et ses oiseaux. Mais le duc André, qui toujours guettait, l'accompagna. Quand il fut au champ, non loin du rivage de la mer, en faisant s'enleva. André laissa aller au faucon pour le prendre, mais le temps était clair et beau. Le faucon s'essora et disparut. Voyez, sire André, dit la reine, le faucon s'est perché là-bas au port sur le mât d'une nef que je ne connaissais pas. À qui est-elle? Dame, fit André, c'est la nef de ce marchand de Bretagne qui hier vous présenta un fermail d'or. Allons-y reprendre notre faucon. Caerdin avait jeté une planche comme un ponceau de sa nef au rivage. Il vint à la rencontre de la reine. Dame, s'il vous plaisait, vous entreriez dans ma nef et je vous montrerai mes riches marchandises. Volontiers, sire, dit la reine. Elle descend de cheval, va droit à la planche, la traverse, entre dans la nef. André veut la suivre et s'engage sur la planche. Mais Caerdin, debout sur le plat-bord, le frappe de son aviron. André trébuche et tombe dans la mer. Il veut se reprendre. Caerdin le refrappe à coups d'aviron. Il le rabat sous les eaux et crie: Meurs, traître, voici ton salaire pour tout le mal que tu as fait souffrir à Tristan et à la reine Iseut. Ainsi, Dieu vengea les amants des félons qui les avaient tant haïs. Tous quatre sont morts. Quenelon, Condoïne, Denolin et André.
noyer en cette mer. Tristan, si je vous avais parlé une fois encore, je me soucierais peu de mourir après. Ami, si je ne viens pas jusqu'à vous, c'est que Dieu ne le veut pas, et c'est ma pire douleur. Ma mort ne m'est rien, puisque Dieu la veut, je l'accepte. Mais, ami, quand vous la prendrez, vous mourrez, je le sais bien. Notre amour est de telle guise que vous ne pouvez mourir sans moi, ni moi sans vous. Je vois votre mort devant moi en même temps que la mienne. Hélas, ami, j'ai failli à mon désir. Il était de mourir dans vos bras, d'être enseveli dans votre cercueil. Mais nous y avons failli. Je vais mourir seul et sans vous, disparaître dans la mer. Peut-être vous ne saurez même pas ma mort. Peut-être vous ne saurez pas ma mort. Vous vivrez encore attendant toujours que je vienne. Si Dieu le veut, vous guérirez même. Ah, peut-être après moi vous aimerez une autre femme. Vous aimerez Iseut au blanc chemin. Je ne sais ce qui sera de vous. Pour moi, ami, si je vous savais mort, je ne vivrai guère après. Que Dieu nous accorde, amis, ou que je vous guérisse, ou que nous mourions tous deux d'une même angoisse. Ainsi gémit la reine tant que dura la tourmente. Mais après 5 jours, l'orage s'apaisa. Au plus haut du mât, Caertin hissa joyeusement la voile blanche afin que Tristan reconnût de plus loin sa couleur. Déjà Caertin voit la Bretagne. Hélas, presque aussitôt le calme suivit la tempête. La mer devint douce et toute plate. Le vent cessa de gonfler la voile et les mariniers louvoyèrent vainement en amont et en aval, en avant et en arrière. Au loin, ils apercevaient la côte, mais la tempête avait emporté leur barque, en sorte qu'ils ne pouvaient atterrir. À la 3e nuit, Iseut songea qu'elle tenait en son giron la tête d'un grand sanglier qui hennissait sa robe de sang, et connut par là qu'elle ne reverrait plus son ami vivant. Tristan était trop faible désormais pour veiller encore sur la falaise de Penmark, et depuis de longs jours enfermé loin du rivage. Il pleurait pour Iseut qui ne venait pas. Dolent et là, il se plaint, soupire, s'agite. Peu s'en faut qu'il ne meure de son désir. Enfin, le vent fraîchit et la voile blanche apparut. Alors Iseut au blanc chemin se vengea et elle vient vers le lit. Elle vient vers le lit de Tristan et dit: Ami, Caertin arrive. J'ai vu sur sa nef en mer. Elle avance à grand-peine. Pourtant je l'ai reconnue. Puisse-t-il apporter ce qu'il doit vous guérir? Tristan tressaille. Ami belle, vous êtes sûr que c'est sa nef? Or, dites-moi comment est la voile. Je l'ai bien vue, ils l'ont ouverte et dressée très haut, car ils ont peu de vent. Sachez qu'elle est toute noire. Tristan se tourna vers la muraille et dit: Je ne puis retenir ma vie plus longtemps. Il dit 3 fois: Iseut, ami. À la 4e, il rendit l'âme. Alors, par la maison, pleurèrent les chevaliers, les compagnons de Tristan. Ils l'ôtèrent de son lit, l'étendirent sur un riche tapis et recouvrirent son corps d'un linceul. Sur la mer, le vent s'était levé et frappait la voile en plein milieu. Elle poussa la nef jusqu'à terre. Iseut la blonde débarqua. Elle entendit de grandes plaintes par les rues et les clochers sonnaient aux moutiers, aux chapelles. Elle demanda aux gens du pays pourquoi ces éclats, pourquoi ces pleurs. Un vieillard lui dit: Dame, nous avons une grande douleur. Tristan le franc, le preux, est mort. Il était large aux besogneux, secourable aux souffrants. C'est le pire désastre qu'il soit jamais tombé sur ce pays. Iseut l'entend
cercueils, l'un des Calcédoine pour Iseut, l'autre de Béryl pour Tristan. Il emporta sur sa nef avertant Algel leurs corps aimés. Auprès d'une chapelle, à gauche et à droite de l'abside, il les ensevelit en 2 tombeaux. Mais pendant la nuit, de la tombe de Tristan, jaillit une ronce verte et feuillie, aux forts rameaux, aux fleurs odorantes, qui, s'élevant par-dessus la chapelle, s'enfonça dans la tombe d'Iseut. Les gens du pays coupèrent la ronce. Au lendemain, elle renaît, aussi verte, aussi fleurie, aussi vivace, et plonge encore au lit d'Iseut de la blonde. Par 3 fois, ils voulurent la détruire, vainement. Enfin, ils rapportèrent la merveille au roi Marc. Le roi défendit de couper la ronce désormais. Seigneur, les bons trouvèrent d'antan Béroul et Thomas et Monseigneur Elart et maître Gottfried ont compté ce conte pour tous ceux qui aiment, non pour les autres, et vous mandent par moi leur salut. Ils saluent ceux qui sont pensifs